toutes et tous. Merci d'être là et force à vous dans cette journée incroyablement enrichissante, mais on arrive pratiquement dans les derniers et on sera vachement moins drôle que le Greenwashing Comedy Club. Donc merci pour votre attention, votre énergie. Et au pire de pas ronfler trop fort, mais bon, ça vous faites comme, comme vous pouvez. On vient vous parler avec Grégory de mobilité. Il y en avait Jean ce matin qui vous en parlait aussi sous une autre facette. Et on va essayer de replacer en fait ce concept de mobilité. Moi, j'aime bien dire de se mouvoir dans notre environnement. En fait, parce qu'on parle de transport, on parle de mobilité. A priori, nous sommes des animaux mobiles. Vous pourriez être un arbre, un corail ou ce genre de choses. Non, il se trouve que l'animal humain se déplace par son propre corps, par des outils, par tout un tas de stratagèmes qu'on a développés à travers le temps. Et ça nous a permis des choses merveilleuses comme découvrir le monde, mais aussi le tracher, le coloniser, enfin bref, voilà, tout plein de notions qu'on va pouvoir aborder ensemble. Et on a essayé de vous faire un parcours, je l'espère, un voyage à travers ces questions-là, pour aussi arriver à un retour d'expérience sur ce qui nous unit, le projet sur lequel on a travaillé ensemble, et on essaiera de garder du temps là-dessus, parce qu'en fait on a blindé un peu le contexte, parce qu'on est un peu passionné par ces sujets-là, mais on veut garder du temps, et puis il y aura bien sûr les questions. Donc si tu peux nous amener sur la première slide. Juste, petite pause. Alors, il y a 4 lettres en bas à gauche de l'écran qui sont mentionnées et qui vont être mentionnées durant la discussion, et on ne sera peut-être pas les plus élogieux aujourd'hui à l'encontre de l'entité représentée par ces 4 lettres-là, mais je voulais vous montrer que c'est pas à défaut, c'est pas gratuit. Il y a aussi du travail derrière. Et la petite vidéo que je vais vous partager, c'est un travail qu'on a fait nous avec TER SNCF au niveau national pour en fait créer des contenus à destination de la montagne. Et il s'avère que cette grande entreprise publique qu'est la SNCF a dû venir vers une association comme la nôtre parce qu'il manquait d'images de montagne, et donc on a pu leur produire une vidéo. Donc les images c'est nous, le texte c'est eux. Et après, on verra ce qui se passe derrière. Plus de TER, moins de CO2. Donc, tout ce qui est dit là, c'est vrai, c'est factuel, c'est très bien de prendre le train, on devrait tous pouvoir le faire, on va essayer de pouvoir le faire. C'est un peu ce qu'on va vous raconter avec Grégory aujourd'hui, c'est comment on essaye vraiment de faire ces choses-là, comment c'est pas toujours aussi évident qu'on l'aimerait. Et donc, allons-y dans le contexte. C'est parti. Mobilité. Donc voyage en mobilité, voilà, pour pas faire de mauvais jeu de mots. On va aborder 5 thématiques. En gros, se rappeler un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on entend par mobilité, parce qu'Antoine l'a dit, et en réalité, c'est un concept qui peut être assez vaste, mais qui est quand même assez précis, et en tout cas sur lequel on estime qu'il y a des vrais enjeux qu'on abordera tout de suite après. On va voir quand même que ce concept, il est quand même ancien, en fait, et qu'il y a certaines choses qu'on a oubliées. C'est pour ça qu'on va replonger un petit peu dans l'histoire. Après, on va vous parler un petit peu plus de notre retour d'expérience. C'était l'exercice qui nous était demandé en toute transparence, puisqu'on a monté un projet, en fait, avec Antoine, qui est un MaaS, donc un Mobility as a Service, on va expliquer ce que c'est, sans avion, qui était un vrai objectif pour le mettre à disposition de la communauté Protect Our Winter, et on a fait ça sous la forme d'un mécénat de compétences avec Antidote, et puis des perspectives pour l'avenir. Ça va ? On n'est pas trop... Ok. Allez, Kesako, la mobilité. Bon, basiquement, c'est de se déplacer d'un point A à un point B. Jusqu'ici, on est tous d'accord. Quoi de mieux que l'Europe ? On a fait un petit peu des recherches quand même aussi pour vous partir avec deux, trois chiffres concrets, mais pas trop. Quoi de mieux que l'Europe en fait pour parler de la mobilité, parce que c'est quand même en Europe qu'on a inventé la navigation à vapeur, les chemins de fer dont on va beaucoup parler, l'omnibus, on a inventé le métro, le vélo ou encore l'automobile.
Donc l'Europe, c'est vraiment le berceau de la mobilité. Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que en quelques années, en fait, on a multiplié en fait, par 10, pardon, la distance et la vitesse. C'est-à-dire qu'en 1800, on faisait à peu près 5 km à pied, quand aujourd'hui, on fait 50 km en voiture. Voilà, juste pour vous dire la vitesse à laquelle vont les choses. Et d'ailleurs, petit pas de côté qui m'a bien interpellé hier. J'ai vu une étude, parce qu'on parle aussi du vélo, on en parlera dans la mobilité, une étude qui est sortie parce que bien sûr, le premier enjeu sur la mobilité, c'est la transition écologique. Mais juste pour info, une étude qui est sortie hier qui a démontré que 1 km de vélo par jour, ça réduisait de 1 euro les dépenses de la sécurité sociale par personne. Donc parfois, les retombées sont aussi importantes. Et justement, surtout à un moment où il y a, je crois, c'est 35-36% des déplacements qui font moins de 5 km quotidiens pour aller au boulot. Voilà, ça fait réfléchir sur d'autres aspects en plus de la transition. Par contre, c'est le seul secteur qui est en hausse au niveau des émissions, et ce depuis 30 ans. Sur ça, moi, je vous encourage à aller voir les travaux d'un chercheur qui s'appelle Aurélien Bigot, qui montre en fait que tous les progrès qui ont été faits en termes de motorisation, en termes de gain de vitesse, nous ont pas permis de rendre nos trajets plus efficaces. Donc, à savoir, par exemple, voyager la même distance mais mettre moins de temps, mais se dire que chaque humain, chacun d'entre nous, chaque citoyenne, citoyen, a un budget temps qu'il pense être optimal pour son temps de transport. Et les progrès, en fait, ont fait qu'on voyage de plus en plus loin. Finalement, donc la voiture, maintenant qu'on peut rouler à 130 de manière assez sécuritaire avec une voiture sur des routes stables, etc., au lieu de se dire qu'on va passer moins de temps dans la voiture, on considère qu'on peut habiter plus loin de son lieu de travail. Donc expansion urbaine, donc artificialisation des sols, etc., etc. Et donc, à l'heure actuelle, en France, le premier secteur d'émissions carbone, c'est le transport, et c'est le seul qui augmente dans les 30 dernières années. Tous les autres stagnent ou baissent. Et dans ce 31% que représentent les émissions carbone liées au transport du bilan interne de la France, 85%, c'est la voiture individuelle. Quand on parle de mobilité, on va essayer de limiter les acronymes un petit peu barbares, mais on va quand même distinguer trois types de mobilité, la multimobilité et l'intermodalité. La multimobilité, c'est vraiment différents moyens de transport qui vous emmènent toujours d'un point A au même point B. L'intermodalité, c'est typiquement ce que la station des Arcs font depuis des années. C'est comment on est capable en fait, d'avoir un mix de plusieurs moyens de transport sur sa chaîne pour aller du point A au point B. Et quand on en est là, on peut aussi se dire, et ça sera un vrai sujet, je vois Jean qui est là, et effectivement on va le citer tout à l'heure dans les exemples au niveau de la mobilité, c'est bien penser qu'il y a une mobilité avant le séjour et il y a aussi une mobilité pendant le séjour. Et plus le territoire est grand et plus c'est valable aussi que les personnes aient l'information, en fait, justement pouvoir se déplacer de manière plus vertueuse. Rappelez quand même que nous, on n'aime pas trop les oppositions, même si on a des avis assez tranchés, mais qu'il n'y a pas de tourisme sans mobilité. Et qu'il n'y aura pas non plus de mobilité touristique sans solution du quotidien. On en parlera parce qu'on a des vrais sujets au niveau des régions, notamment. On en parlera tout à l'heure dans les flops, parce que ça, c'est une vraie question à adresser, je pense, de manière collective. La mobilité, tu l'as dit, elle est en hausse, et c'est parce que la mobilité s'accélère, et elle s'accélère à cause de plein de sujets. C'est qu'on est beaucoup à voyager de plus en plus sur la planète, qu'on est devenu avec le téléphone mobile justement joignable dans notre mobilité. Mais bon, on est mobile, mais on n'est pas nomade. Et c'est quand même important aussi de se dire qu'avec l'essor du télétravail, des choses comme ça, il y a plein de choses qui favorisent en fait cette mobilité. Est apparu dans les années 2016 dans les pays nordiques, qui sont souvent en avance sur nous quand même sur beaucoup de sujets, le concept de MaaS, Mobility as a Service, ou mobilité avec ajout de service, c'est-à-dire en gros comment je suis capable de partir d'un point A à un point B avec l'ensemble des moyens de transport et de pouvoir, au-delà de l'information après derrière, pouvoir tout réserver au même endroit. C'est ce qu'on a fait avec le MaaS qu'on a sorti avec Protector Winter. Et puis le transport, tu le disais, c'est quand même 70% à minima des émissions d'un séjour. Tout à fait. Et compléter là-dessus, il y a l'ADEME donc, qui a sorti le bilan carbone du secteur touristique. Et donc 70% du total du bilan carbone du secteur touristique en France provient uniquement du transport, donc des personnes qui viennent sur notre territoire et qui en partent. Et pour avoir des idées d'ordre de grandeur, parce que c'est aussi pour ça que moi je suis là dans cette intervention, ce 70%-là, 43%, donc 43% du total du bilan carbone du secteur touristique provient uniquement des entrées sur le territoire en avion,
qui représentent uniquement 12% des personnes qui viennent. Donc quand on parle de mettre des quotas sur l'avion, des choses, oui, il y a marqué vote, il y a marqué toutes ces choses-là, donc on va aller un peu loin dans ces choses-là. Quand on parle de mettre des quotas, quand on parle de limiter, quand on parle de bloquer, et qu'on nous dit oui mais c'est pas juste toutes ces choses-là, il faut remettre les choses en place. 12% des personnes qui fréquentent notre territoire français représentent près de la moitié des émissions carbone d'un secteur au complet. Et donc se pose la question de savoir quel est vraiment l'impact de ces mesures et si on est juste, si on touche beaucoup de monde. Nous on pense que oui. Et quelque chose que j'ai appris assez récemment, par exemple, sur l'aéroport de Marseille, me semble-t-il, pour chaque arrivée à Marseille, je me tourne vers Jean parce que tu étais là pendant cette intervention-là. Pour chaque arrivée à l'aéroport de Marseille, il y a 7 départs. Ce qui veut dire qu'un aéroport, ce n'est pas un outil d'accueil, c'est un outil d'envoi. Un aéroport, ça ne fait pas venir des gens, ça permet à votre population, à vous, de partir. Financé par l'État, etc., etc. Donc, avoir en tête ces ordres de grandeur-là et là où on peut avoir des gains. Encore une fois, dans le milieu de la montagne, nos collègues de Mountain Riders en 2010, ça commence à dater maintenant, mais c'est une des meilleures études qu'on a à disposition avec l'ADEME et la NMSM, nous montrait qu'au moins 57% des émissions carbone liées à l'exploitation d'un territoire touristique en montagne venaient de la mobilité, c'est plus de la moitié. Dans nos efforts de décarbonation, de transition, le sujet de transport est majeur dans ces questions-là. Donc nous, on a identifié basiquement 5 enjeux prioritaires, donc je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais ça va quand même mieux pour se les redire. Le premier, la loi climat nous le dit, 1976, éviter, réduire, compenser. Le premier sujet, c'est éviter l'émission en fait, de carbone. Le second, c'est simplifier le parcours client. C'est pour ça que les concepts de masse sont un petit peu sortis. C'est-à-dire que souvent, un comportement, que ce soit en psychologie ou je sais pas, en consommation, etc., c'est souvent la résultante entre un idéal et une contrainte. Mécaniquement, ce qu'on essaie de faire, c'est de baisser la contrainte pour espérer justement avoir des comportements qui soient un petit peu plus vertueux. D'augmenter aussi l'expérience du client, ça va toujours dans la notion du service, mais de se dire justement, qu'est-ce que je peux faire avec mon billet de train ? Et on reprendra encore une fois l'exemple de l'Occitanie. Ça permet aussi à des destinations de se démarquer, et tant mieux. L'enjeu aussi, c'est de pouvoir se différencier dans un monde qui est de plus en plus concurrentiel. Et je te laisse le dernier sur la bataille culturelle. Tout à fait, en faisant un petit clin d'œil à Marion ou à Monsieur le maire qui pourrait mentionner en quoi peut-être déjà votre territoire se démarque, ou en tout cas à quel point il a été fait mention que le fait que vous ayez une gare internationale chez vous puisse permettre une démarcation, même en termes de chiffre de fréquentation. Je pense que j'inviterai l'audience à poser des questions à ce sujet-là. Et c'est là où on va avoir de certaines différences avec ce qu'on peut dire Grégory. C'est normal, c'est une entreprise avec le MAS, on parle de clients. Et le service, nous chez Protector Winters, on mène une bataille pour dire que la mobilité, c'est un droit. Pouvoir se mouvoir dans son environnement sans le mettre à feu et à sang, ça devrait être un droit. Parce que sinon, on bloque les gens chez eux. Et quel est le discours qu'on va pouvoir donner à ces choses-là ? Sinon, on bloque les gens qui ont le moins de moyens parce qu'ils ne pourront pas s'acheter de voitures électriques. D'ailleurs, on parle d'émettre moins de CO2 et on pourrait, et je vous invite à aller consulter tous nos contenus là-dessus et toute la discussion qu'il peut y avoir là-dessus. Ce n'est qu'une seule partie. Et je me permettrai de le dire maintenant, nous ne sommes pas en train, en tout cas nous en tant qu'association, de faire une apologie sans conteste de la mobilité électrique. La formule généralement, c'est la voiture électrique, c'est l'avenir de la voiture n'est pas l'avenir de la mobilité. Donc c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Le seul spectre de moins de CO2 n'est pas efficace. Et pourquoi on finit aussi sur cette question de mener une bataille culturelle ? C'est très simple, parce que nos cerveaux sont attaqués de toutes parts par des efforts marketing menés par l'industrie thermique, menés par l'industrie de l'aviation, qui vous vend des expériences et qui ne vous vend plus de technicité. J'invite toutes celles et ceux qui voient de la publicité à travers la télé, à travers d'autres choses, par exemple pour une vente de voiture, à chercher l'information sur l'efficacité énergétique du moteur de la voiture qui vous est vendue. On vous vend souvent le fait que vous serez une super maman qui peut emmener ses enfants au foot parce qu'il y a un grand coffre. On vous vend le fait que vous serez un homme plein de testostérone parce que vous avez une voiture qui fait plein de bruit, etc., etc. Mais on ne vend plus une voiture sur ses capacités techniques, très rarement. Au même titre que l'avion, on ne vend pas un moyen de transport, on vend une expérience qu'on va vivre à l'autre bout du monde où le transport lointain mis dans un avion est égal à une aventure, peu importe la destination. Partez loin et pour partir loin, il faut prendre l'avion. Donc, le lien avec la vidéo qu'on vous a montré au début, il y a un travail, c'est une bataille culturelle qu'on doit mener, qui doit montrer que
non, la voiture, c'est pas le progrès ultime. Regardons la façon dont nos villes sont aménagées. Est-ce que vraiment c'est un progrès pour nous en tant que citoyens que l'objet qui a le plus de place dans nos centres urbains, ça soit les voitures qui pèsent plus d'une tonne pour n'avoir qu'une seule personne dedans? C'est quelque chose qui est questionnable. Donc cette bataille culturelle, elle doit être menée à tous les niveaux. On essaye de le faire avec certaines vidéos, on le fait avec les athlètes, on le fait avec plein d'autres choses. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec l'outil qu'on vous présentera, de dire que culturellement parlant, il va falloir être en mesure de comprendre qu'un voyage, ça s'entreprend, un voyage, ça se planifie. Et il faut avoir des bons alliés pour planifier son voyage, et ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Mais on est d'accord. Et tu disais justement, les compagnies aériennes ont pris le pas et marketent ce qu'on peut faire finalement avec son moyen de transport. Et ça serait bien que notre compagnie ferroviaire nationale fasse la même chose, puisqu'on peut faire plein de choses avec le train. Mais on va aborder les sujets de yield management et compagnie qui rendent les choses un peu complexes. Alors, la mobilité, en fait, c'est l'origine du tourisme. On l'oublie. Le Paris-Lyon Méditerranée, ligne de PLM, 1927, je crois. C'est les stations de première génération sur la ligne Paris-Lyon Méditerranée. C'était le train, c'était la belle époque, c'était le moment où on allait prendre les eaux. C'est le moment où on allait d'ailleurs, c'est assez rigolo, on allait à la montagne l'été et on allait à la mer l'hiver, à cette période-là. Et la massification du tourisme est arrivée, on a inversé les saisons. Peut-être que nos enfants vont reconnaître le réinversement des saisons. Paris-Lyon Méditerranée, moi je suis savoyard, je suis aixois, Aix-les-Bains-le-Revard. Voilà. Aix-les-Bains-le-Revard, ils avaient déjà inventé à l'époque le concept d'intermodalité, puisque vous preniez votre train, vous alliez à Aix-les-Bains, vous preniez un petit train à Crémaillère ensuite pour vous monter au milieu du Revard, et là vous preniez un téléphérique pour aller sur le plateau du Revard. Qu'est-ce que ça serait bien si aujourd'hui on avait un téléphérique qui pouvait emmener tout le monde sur le plateau du Revard plutôt que tout le monde être concentré dans le centre-ville, etc., etc. Chamonix, qui est un exemple de station de première génération, mais il y en a plein, en fait, comme ça. Et on oublie souvent que, en fait, à l'époque, le PLM, qui allait devenir plus tard la SNCF, justement, avait ses propres hôtels, le long de la route aussi des Grandes Alpes, etc. Et en fait, ils vous vendaient l'hôtel, l'expérience, justement, pour vous vendre du train. Et je voulais juste donner un chiffre quand même, c'est qu'en Europe, il y a 226 000 km de voies ferrées. Donc on a de quoi faire 5 fois et demi le tour de la Terre. Par contre, le petit sujet, c'est qu'en 1920, en France, on avait 60 000 km de voies ferrées. En 2020, d'après vous, il en reste combien? 18 000. Donc, et un autre petit quiz, depuis 2024, l'Europe a investi 27 milliards dans les transports, dont 2 tiers sur la route. Donc c'est pour ça que collectivement, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, parce que le rail, ça émet quand même 43 fois moins que l'avion et 6 fois moins que le routier. J'ai pris des chiffres qui mixent ensemble la mobilité touristique et le fret. Parce qu'on oublie souvent aussi cette partie-là. Or, à mon avis, elle est très très importante aussi dans la réduction de l'impact carbone. Bon, et puis il y a des gens quand même qui se sont dit, tiens, si on faisait du train, quelque chose de sympa. Donc décidément, Jean, tu es toujours avec nous. L'Occitanie Rail Tour, vous avez eu une conférence ce matin, on ne reviendra pas, mais qui est quand même un modèle aujourd'hui en France. Et vraiment l'idée, au-delà de tout le travail qui a été fait aussi pour remettre en loisir des gens qui ne pouvaient peut-être pas partir avec les billets 1 euro, etc., c'est se dire comment je vais marketer finalement mon offre de train pour la rendre lisible. Et nous, on pense que, alors on le dit comme ça avec nos mots, ce qui est important, c'est de rendre intelligible et inspirationnel ce qui est fonctionnel. C'est-à-dire que, Jean, toi tu dis souvent de passer de la communication à l'information, mais c'est en gros, imaginez ne serait-ce que demain, un touriste qui vient à Annecy, qui veut monter au Semnoz. Bel endroit. Je pense qu'il ne sait même pas où prendre en fait son billet de bus et comment monter au Semnoz. Je pense même qu'un Annécien, des fois, ne le sait pas. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que tout l'enjeu aussi, et c'est pour ça qu'on aurait pu être hyper radicaux en fait sur le masque qu'on a mis en place. On a enlevé l'avion, ça c'est sûr, mais l'enjeu c'était de se dire on préfère quand même optimiser l'existant. Et c'est ça en fait l'enjeu aujourd'hui de la mobilité, c'est de se dire comment on optimise bien entendu le train, mais comment on optimise aussi des bus qui partent à 3 personnes alors qu'ils peuvent être 40 dedans. Sauf qu'aujourd'hui, on le verra dans les flops, vous avez des services qui ne se parlent pas
et des services qui considèrent une logique d'usager au quotidien et d'autres qui considèrent des services touristiques. Donc il faut qu'on arrive à décloisonner ça. Et puis tu parlais un petit peu des priorités aussi, Antoine. Oui, et ça fait écho à ce que Thibaut vous a présenté ce matin dans ce grand moment de bonnes et de mauvaises nouvelles. J'étais assez étonné de constater qu'on était tous un peu défaitistes et qu'on voulait commencer par les mauvaises. Bon, voilà. Mais on est censé décarboner notre économie. Nous sommes le pays hôte de l'accord de Paris qui est censé limiter le réchauffement climatique global à 1,5 degré. Et nous vivons toujours dans un pays, cependant, où il n'y a pas de taxe sur le kérosène de l'aviation. Donc, dit autrement, avec nos impôts, nous finançons les voyages en avion. On discutait à midi de se rappeler que c'était une mesure qui a été mise en place à la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour encourager les gens, en fait, juste les peuples à se connaître. Ce qui est vertueux, mais la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ça commence à faire quelques décennies. La situation a changé, il faut qu'on commence à voir comment les choses peuvent évoluer, notamment que, par exemple, on se souvient qu'à la sortie du Covid, vous avez vu que la vidéo qu'on vous avait passée, elle est très timée dans le temps. Hein. Voilà, on pourra se rappeler de ces choses-là quand on verra les images. Une compagnie comme Air France recevait un joli chèque de 7 milliards d'euros pour pouvoir continuer son activité. Qui ont été pris sur quel service public, je vous laisserai deviner à ce niveau-là. Et encore une fois, rappeler un chiffre, à l'heure actuelle, en France, pour un trajet similaire, le train coûte 2,6 fois plus cher que l'avion. Et donc là, on arrive encore une fois dans quelque chose qui te tenait à cœur aussi dans cette présentation, c'est que la question de la mobilité aussi, elle va pouvoir être génératrice de grandes injustices. C'est très bien de pouvoir encourager tout le monde à prendre son train, tout le monde à faire ces choses-là, mais comment est-ce que vous voulez qu'on puisse donner des solutions à des personnes quand face à eux, ils ont un billet à 50 € pour pouvoir aller dans une grande capitale européenne, pour pouvoir s'échapper potentiellement d'un quotidien qui peut être dur, travail, famille, enfin bref, toutes ces choses-là, et où une bonne partie des gens qui sont en capacité de prendre le train, certes au-delà des convictions, c'est simplement aussi une capacité financière à pouvoir faire ce geste-là. Et quand je parlais de droit à la mobilité décarbonée, c'est dans ces questions-là qu'il faut rentrer. C'est avant de donner des injonctions aux gens, regardons les moyens qu'ils ont. Et je ferai juste un petit clin d'œil là-dessus. On est à peu près dans les temps quand même. Souvenons-nous de la crise des Gilets jaunes. Vous savez, ce qu'on nous a présenté comme des gros beaux fumeurs de clopes en plein milieu des ronds-points, etc., qui sont les mots qui avaient été repris par certains médias, en oubliant trop vite, d'ailleurs que le prix de l'essence est plus cher maintenant qu'à l'époque, c'est autre chose, que ce qui était demandé aux gens, ce qui était dit aux gens, c'était de dire vous roulez en bagnole, on va essayer de vous faire changer, on va vous faire payer plus cher, on va pas vous aider, et surtout, dans vos territoires ruraux, il n'y aura pas de bus, on a fermé toutes les gares, et a priori, pour construire des pistes cyclables, c'est pas nous qui allons gérer, parce que finalement, les territoires ruraux, vous n'êtes pas ces urbains si cool qui veulent prendre le vélo. Et donc, bien que je sois clairement pas en solidarité avec tout ce qui a pu émerger de ce mouvement-là, il faut se rappeler aussi que c'est surtout une réaction d'injustice sociale. Bien sûr, une association comme la mienne défend une taxe carbone sur les carburants, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on met comme option pour les gens qui n'ont pas le choix de prendre la voiture, puisque on leur a dit qu'ils pouvaient voyager un petit peu plus, on leur a dit qu'il fallait qu'ils aillent travailler plus loin, puisque le seul endroit où ils peuvent payer leur maison, etc., etc. Et on fait le retour à la situation en montagne, où dans les chiffres qu'on vous partageait tout à l'heure, 57% des émissions carbone proviennent du transport, 44% c'est les vacanciers étrangers, 19% c'est les vacanciers français, 37% c'est les locaux. Plus d'un tiers c'est les locaux, puisque une partie de l'organisation territoriale, une partie de la spéculation immobilière fait que quand on vit en montagne, vivre sur son lieu de travail, notamment dans la montagne touristique, c'est devenu impossible, et on va continuer à vous faire augmenter votre prix, toutes ces choses-là. Donc, si on veut revenir à ça aussi, on rentre dans un sujet qui me fait plaisir parce que c'est marqué tout autour de mon pull. On rentre dans un sujet hautement politique où on doit dépasser les engagements individuels et on doit les pousser bien plus loin que ça. En phase. On partage les tops et les flops pour une totale transparence. Allez, on commence par les tops. Juste rappeler la genèse de la démarche parce que je veux leur rendre hommage et c'est important de jamais oublier de là où on vient. C'est à la base l'idée du MAS mis en partenariat avec Savoie-Mont-Blanc, l'agence Savoie-Mont-Blanc, que certains vont s'amuser à détricoter, hélas. C'est avec eux qu'on est parti sur le concept de mobilité, qui nous ont fait confiance au départ, suivi par une vingtaine de territoires. Il y en a beaucoup ici, Tignes, les Arcs, la Haute-Maurienne vanoise, il y a eu la vallée des Bellevilles, voilà, il y a eu la Clusaz, il y a eu Cham, il y a eu Combloux, Megève, etc. Donc
Tout le monde nous a fait confiance aussi grâce à l'initiative qui a été montée. Et c'est en travaillant comme ça qu'on a pu travailler sur le projet de Pau aussi et mettre à disposition de Pau justement un masque qui soit sans avion. Et puis vous voyez que dans le 38 ça part, dans les Pyrénées ça part, etc. Donc le top, c'était aussi la fierté pour nous de pouvoir sortir un masque sans avion, parce qu'il ne suffisait pas simplement de décocher l'onglet avion dans le système qui est très complexe en fait à monter pour que ça fonctionne. Et ce qui nous a fait plaisir en interne, c'est que ça a été un vrai challenge, puisque comme d'habitude, on a décidé un peu tard pour une sortie un peu tôt, mais ça c'est normal. Et du coup, il a fallu se mettre en mode sprint. Et j'étais très fier de la réaction des équipes, parce qu'en fait, ça a passionné tout le monde, et notamment les ingénieurs qui bossaient là-dessus. Finalement, sur les quelques milliers de ventes qu'on observe sur l'ensemble de nos masses, on a eu 2 ventes en avion. Voilà, parce qu'on a eu un grand débat avec l'ensemble des destinations. Alors sur Pau, le choix est évident de se dire on enlève l'avion. Et sur les autres stations, on s'est beaucoup posé la question et on a souvent décidé de le laisser. Parce qu'en fait, on a mis en place un comparateur carbone et on pensait que la vertu pédagogique d'expliquer en fait la différence allait être utile. Voilà. Et ça a été le cas puisque principalement ce qu'on a vendu, c'est du train plus bus. Des prestataires privés qui mettent en place ces systèmes, puisque le système a été pensé pour qu'on puisse déporter. En fait, c'est-à-dire qu'un hôtel aux Arcs ou whatever peut prendre le système qui est fait sur les Arcs pour pouvoir le mettre simplement sur son hôtel, améliorer sa qualité de service pour lui et rendre un service en fait à la destination aussi en proposant une mobilité qui soit intermodale avec un vrai ascenseur valéen, parce que des fois les gens oublient, c'est qu'il faut plusieurs moyens de transport avant de mettre un ascenseur valéen. Que c'est un outil international. On a fait les ventes sans surprise, c'est principalement la France, mais pas mal le Benelux et le UK, puisqu'aujourd'hui on est interfacé avec l'ensemble de l'Europe, donc ça fonctionne, même si des fois l'Eurostar c'est pas toujours simple, même si les tarifs, ma chère, arrivent des fois un peu tard. Mais voilà, donc on a trouvé ça intéressant. Je rebondis sur cette partie-là. Quand je vous repartageais les chiffres tout à l'heure, 44% du bilan, enfin de la part qui vient de vacanciers étrangers. Ces outils-là et le discours qu'il y a derrière nous permettent de pouvoir développer une idée qui est intéressante, je pense, pour les territoires. On n'est pas en train de dire que la fréquentation étrangère, dans une certaine mesure et en fonction de où on parle, doit cesser. On est en train de dire que si on regarde nos chiffres, nos études, tu parlais de Savoie-Mont-Blanc, G2A, on a tout un tas de chiffres qui nous montrent que la plupart des gens qui viennent de territoires hors de France sont pour la grande majorité des personnes qu'on peut mettre dans des trains. Alors bien sûr, il y a les Américains, bien sûr, les Chinois, etc. Il faudrait voir exactement quelle part ils apportent dans tous ces... C'est souvent des petits groupes, mais qui lâchent des gros billets. Bon, c'est vrai que quand il y a une note de 3000 balles dans un resto, ça fait plaisir de voir les Américains, d'accord. Mais pour le plus gros de la fréquentation, le Royaume-Uni, le Benelux, les Allemands, les Autrichiens, toutes ces choses-là, il y a des lignes de train. Et il y a des lignes de train qu'on est arrivé à interfacer. On a fait même des tests. Prague, les Arcs ou Prague, d'autres, on a toute la ligne de train qui est réservable. Des fois, à quelques exceptions, je vous le donne en mille, c'est la France qui n'est pas réservable. Mais on arrive à pouvoir acheter le billet tout du parcours, et ça, on en reparlera dans les flops. Donc, c'est aussi important qu'il y ait ça, et c'est une des choses que nous, on peut apporter, puisque les premières entités avec lesquelles Antidote vous avez pu interagir, comme tu le disais, l'avion, c'était pas forcément question de l'enlever, et les tests qui étaient faits sur l'outil, c'était plutôt, est-ce que l'aéroport est bien connecté, est-ce que c'est bien ces choses-là. Et nous, on a une communauté qui est plutôt nationale, régionale, et donc en fait, nous, tous les tests qu'on a faits, c'était toutes des choses que vous n'aviez pas forcément vues ou que les gens n'avaient pas testées. La gare de Lépin-le-Lac. Je vous inviterai à demander à Grégory et ses équipes. Tu peux demander à Romain là-bas, et voilà, ça va passer des et en fait, on a fait un test, on a pu faire nous des tests parce qu'on a une communauté, les gens disent votre outil il est trop cool, j'essaye ceci, j'essaye cela, ça marche pas. On pouvait envoyer aux équipes qui étaient super réactives. Et là où c'est un processus vertueux, c'est qu'étant donné que la technologie est partagée avec toutes les destinations, toutes les entités qui se servent du masque Antidote à créer, notre travail à nous en tant qu'association pour notre outil à nous, qui n'est pas le plus gros vendeur de transport, on n'est pas une entité, on n'est pas un tour opérateur, on n'est pas un territoire, mais on a une communauté qui peut tester, permet d'améliorer le service pour toutes les autres entités qui, elles, veulent pouvoir le vendre. Ce qui veut dire qu'il y avait un échange assez intéressant dans ce à quoi peut nous servir l'outil, à savoir, un, proposer une solution, et deux, aller cogner aux portes quand ça marche pas, et ça sera plutôt du côté des flops qu'on partagera ça, mais surtout
indirectement avoir une association dont le travail se met au service de territoires qui peuvent avoir des réticences à travailler avec des associations environnementales, mais qui peuvent profiter de la situation à travers l'engagement de notre communauté. Et justement, moi j'ai un top assez personnel à partager avec vous. C'est ce que j'ai aimé parce que souvent, je trouve qu'on est vraiment dans une société souvent de l'être ou du paraître. Et on a oublié le faire. Et ce que j'ai apprécié avec Protect Our Winter, c'est qu'ils ont décidé de faire un outil. Voilà. Je voulais juste le rappeler aussi. Allez les flops. Bon, on se doute à peu près d'où est-ce qu'ils vont être. Mais vous pouvez tester pomobility.com. Vous pouvez y aller maintenant, tout de suite, parce qu'il y a une super version mobile qui fonctionne grâce aux équipes de Grégory. Allez sur pomobility.com, essayez de réserver votre trajet à la montagne pour, je ne sais pas, par exemple décembre, l'ouverture des stations, par exemple. Hein. Et vous verrez la réponse qui vous est faite. À savoir, non merci, nous n'avons pas les informations, nous n'avons pas les horaires, vous ne pouvez pas réserver votre transport. Et pour toutes celles et ceux qui connaissent le comportement client, le comportement visiteur, le comportement touristique, les réservations, la planification, on en parlait tout à l'heure, c'est au moins 3 mois à l'avance. Et si on doit réserver quelque chose au complet, si on doit penser à la façon dont on doit emmener ses enfants, ses bagages, toutes ces choses-là, on va réserver l'hébergement, potentiellement le moniteur. Il me semble que sur la plateforme de l'ESF, maintenant, on peut déjà commencer à réserver plus ou moins dans ces dates-là. Et il faudrait pouvoir ajouter son transport. La technologie le peut, mais elle ne peut pas avancer les trains qui n'ont pas été annoncés. Ouais, et là, on a besoin d'un mouvement collectif parce que effectivement, à J-3 mois, en fait, sur la SNCF, c'est pas possible. 25% des demandes sur l'ensemble des masses, parce que je vois qu'on est plusieurs anciens ou encore nouveaux dans les stations de ski. La fin de saison, ça a toujours été un combat. 25% des demandes au mois de décembre concernaient les vacances d'avril sur le MAS. Sauf qu'il n'y avait pas de train. Parce qu'à J-3 mois, il n'y a pas de train. Donc voilà, il y a un vrai sujet. Et du coup, en fait, c'est comme on l'a dit, on est dans un système complexe. Hein, ça a été dit ce matin. Alors, complexe, ça veut dire que l'inverse, c'est irréversible. Et compliqué, l'inverse, c'est facile. Voilà, c'est parce que souvent, on confond les deux mots. Mais en gros, un battement d'aile en Chine, ça peut arrêter une société entière, on l'a vu. Et comme on est dans un système complexe, qu'est-ce qui se passe quand la SNCF donne trop tard ses horaires? C'est que toute la réaction en chaîne des bus ne peut pas se mettre en place. C'est-à-dire qu'en gros, avant fin octobre, en Savoie, et Altibus a énormément travaillé pour presser en fait, les prestataires, on n'a pas les tickets de bus non plus. Et pour la Haute-Savoie, c'est pire. C'est fin novembre. Parce qu'ils ne sont pas incentivés sur le chiffre d'affaires, ils sont incentivés au nombre de bus qui sont mis. Donc voilà. Bref. C'est un autre sujet. Des fenêtres de commercialisation qui sont vraiment, vraiment trop courtes. Je vous l'ai dit, moi, j'étais stupéfait de voir qu'en décembre, on commençait déjà à chercher la fin de saison en avril, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sauf qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Et puis la gouvernance compliquée. Alors là, quand on commence à rentrer au niveau des régions, c'est le bordel. Puisque en gros, il se passe, je découvre le monde du transport, vous le savez, je suis venu plutôt du côté des stations et des offices de tourisme. Il se passe la même chose qu'avec les offices de tourisme, les agences d'attractivité il y a 15 ans en arrière. C'est-à-dire, oh, toi, tu es l'office de tourisme, toi, tu es la mairie, oh non, toi, c'est ton boulot, toi, c'est... Bon. C'est le même bordel quand on parle au niveau des régions, au niveau du transport. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a un qui a une logique de client, l'autre qui a une logique d'usager. Et on peut essayer de parler avec eux et en fait, ils ne comprennent pas. Donc après, on entend tout un tas de choses sur l'open data. Oui, il faut de l'open data, sauf que l'open data, comme n'importe quel sujet d'open data, parce qu'on pourrait simplement ne serait-ce que donner l'information, même si on ne peut pas vendre, les plateformes d'open data, et ça j'en appelle aux collectivités, ne sont pas à jour. Donc on remonte une information qui n'est pas juste pour les clients. Un exemple qu'on peut vous donner là-dessus, la destination de Châtel fait partie des destinations desservies par l'outil. Il existe bien sûr des bus qui partent de Thonon et qui vont jusqu'à Châtel. Les horaires n'existent que sur des fichiers PDF et l'achat ne peut se faire que dans le bus. Ce qui veut dire que pour un outil comme celui-là, le trajet s'arrête à Thonon. Et donc, qui voudrait encore aller chercher? Bien sûr, il peut y avoir des gens passionnés qui vont faire ces recherches-là, qui vont aller plus loin, mais toutes les personnes qui veulent réserver aussi facilement que sur un réservateur de billets d'avion en ligne où on te propose ton bus, ton taxi, ta nounou, tous ces trucs-là, ils s'attendent à pouvoir avoir le même comportement. Alors, il y a 2 batailles qu'on peut mener. Un, rappeler aux gens que la façon dont la vie est facile en prenant l'avion, c'est une fiction dans laquelle on est tous en train de vivre et qu'il va falloir regretter. Mais de l'autre côté, avec des outils technologiques comme cela, on peut aussi pousser la fenêtre de ce qui est possible et de ce qui est fluide vers ce genre de choses-là.
je vais faire un petit mot sur la gouvernance, parce que nous, on n'en fait pas beaucoup partie dans ces choses-là. 2 choses. Il y a des comités mobilité, par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont totalement ouverts. Si vous n'êtes pas invité, c'est pas grave, appelez-nous, on vous fait venir en tant que +1, et il n'y a personne qui a jamais été refusé à l'heure actuelle. Et par exemple, les mairies et les communes de Tarentaise ont appris, grâce aux interactions qu'on a avec nous, que cet été, la ligne Albertville-Bourg-Saint-Maurice ne fera circuler aucun train tous les matins de 7h à 14h entre le 1er juillet et la fin août, puisque ce sera la fenêtre qui a décidé la SNCF pour faire ses travaux. Cette information-là, nous avons pu, en tant qu'association, la transmettre au territoire, qui ensuite sont venus. On a eu une délégation, notamment grâce à la motivation de la chargée de projet Valentine Loquet, ici à la PTV, qui a réussi à tout le monde, et de l'écho qu'on trouve sur ce sujet mobilité dans les territoires. Et vous aviez donc... Moi, c'était du bonbon pour moi. Vous savez, j'étais là à chaque fois à dire toujours la même chose. Et là, cette fois, monsieur le maire, madame les élus, tout ça, je fais, oui, pourquoi cette date-là? Ouais, parce que c'est bien, ouais. Est-ce que vous avez consulté nos hébergeurs? Non. Pourquoi vous avez décidé ça? Bah parce qu'il faut bien décider, etc., etc. Si la réponse, c'est potentiellement la meilleure période. Peut-être indéniablement, c'est la meilleure période, puisque finalement, en automne, c'est pour les locaux, etc., etc. Mais que ça soit la meilleure période telle que décidée par consultation de tous les professionnels et habitants, ok. Que ça soit la meilleure période et que ça soit une association de devoir trouver l'information en participant à des réunions pour lesquelles on n'est pas payé, n'hésitez pas à faire un don, et de partager ces choses-là, on arrive dans ces problèmes de gouvernance. Et dernière chose, encore une fois, avec tout l'amour que j'ai pour l'entreprise ferroviaire nationale, la SNCF, ça n'existe pas. La SNCF, ça n'existe plus. Il existe SNCF Voyageurs, il existe Gare et Connexion, il existe SNCF Réseau, il existe SNCF TER. Venez à une de ces réunions et voyez à quel point c'est drôle de les voir jouer au ballon prisonnier en disant non, ça c'est Voyageurs. Oui, bah nous Voyageurs. Non, mais c'est Réseau. Oui, mais nous c'est Gare et Connexion, etc., etc. L'idée, elle n'est pas de mettre le blâme sur les techniciens et techniciennes qui vivent ces situations-là, qui en souffrent de la même façon qu'ils vivent toutes ces choses-là. L'idée, elle est de dire que, encore une fois, la SNCF, c'est un projet politique. Et c'est un projet politique qui peut être défendu, qui peut être baissé, parce que croyez-moi, on peut encore faire pire, mais on peut faire bien mieux. Et a priori, les employés SNCF, ce n'est pas eux qui pourront décider de faire ces choses-là. Dernière chose à ce niveau-là, quand vous trouvez que le train est trop cher en région, quand vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'horaires, quand vous ne trouvez pas toutes ces choses-là, la SNCF est prestatrice de services. Le commanditaire de l'offre, c'est l'autorité organisatrice des transports. Il se trouve qu'en Rhône-Alpes, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, que dans toutes les régions, et il se trouve que ce sont des gens qui sont élus. Donc, vous avez une capacité de mettre nous avons une capacité de mettre à la tête de ces structures-là des gens qui prendront la priorité qui est celle qu'on veut leur donner. Et il y a des grands rendez-vous d'ici à 5 ans, c'est ça qui pourront peut-être, même pas, hein, voilà, qui pourront peut-être faire ces choses-là. Et puis on est un peu à la bourre, Marion? Tu nous dis? Ok. 2-3 minutes, ok. On a des sujets de consistance de l'offre aussi. Hein. L'été, faut pas se tromper, on est à 10% du volume de bus qu'on a l'hiver. Hein. Juste pour information. Et juste là-dessus, je me permets, on a parlé tout à l'heure, il n'y aura pas de mobilité touristique sans mobilité locale. Malheureusement, une partie des habitants de Tarentaise peuvent constater qu'il y a un meilleur service de mobilité quand il y a des touristes que quand il n'y en a pas. Il y a certaines lignes de bus qui relient des lieux de vie à des lieux de travail qui existent uniquement quand il y a des vacanciers qui sont là et qu'il n'y en a pas. Tant mieux qu'ils soient là pour les vacanciers, mais ça pose la question de savoir du service. Avec le corollaire, des fois quand les services sont là, ils sont vides. Donc on revient sur l'idée de la bataille culturelle aussi qu'il faut pouvoir... Et encore une fois, n'opposons pas les choses, quoi. Quand je disais tout à l'heure, on avait les hôtels, les mairies de l'autre côté. Aujourd'hui, on voit bien qu'un endroit où il fait bon vivre, il fait bon étudier, il fait bon investir, il fait bon sourgéner, etc. Donc n'opposons pas en fait les trucs. Dernière chose, trop d'yield, tu yield. Tu l'as dit, nous tout l'hiver, on s'est amusé à monétiser un petit peu les prix. Et effectivement, je vous annonce que dans 90% des cas, l'avion plus le bus est beaucoup moins cher que le train plus le bus. Et je ne parle même pas à J-3 ou 4, parce que alors là, ça s'envole, mais ça s'envole sévère. Donc on rajoute à ça un problème aussi de fiabilité, parce que quand on prend souvent le train, 3 fois sur 4, et je l'ai malheureusement expérimenté pendant 3 ans dans ma vie personnelle quand je vais monter à Paris, 3 fois sur 4, j'ai fait le test les 6 derniers mois, c'était systématiquement en retard ou annulé. Donc au bout d'un moment, c'est plus cher.
il n'y a pas assez d'offres et c'est pas fiable, et ben on ne sortira jamais en fait de l'autosolisme et de l'automobilité. Donc la suite, c'est qu'il nous reste encore pas mal de marge. C'est plutôt la bonne nouvelle. Il reste pas mal de marge. Souvent, on dit, et c'est vrai, hein, il manque de trains, et il en manquera toujours. Mais il y a encore de la marge pour les remplir. On a encore de quoi faire. On a pas mal de sujets à faire sur la promotion et la pédagogie, un petit peu de ces outils, l'appropriation, l'acculturation. Nous, clairement, côté techno, on a encore des progrès à faire, et c'est indéniable, sur améliorer la partie d'ergonomique pour le client. On est en train de travailler, l'ADEME est en train de nous prendre en pilote parce qu'ils aimeraient qu'on développe des fonctionnalités vraiment sympas en termes de comparatifs pour pousser un petit peu plus les engagements justement des clients et qu'ils fassent un choix encore mieux éclairé. Vivement les trains de nuit. Hashtag, ça serait cool. Que c'est des outils qui sont au service des territoires, il ne faut surtout pas l'oublier. Et puis à terme, si on arrive à se grouper, il n'y voyait vraiment pas là une logique business de ma part, c'est que ce qu'on va être capable de faire avec les destinations, c'est qu'on va pouvoir donner des billes aussi pour améliorer l'influence, les décisions, parce qu'on va pouvoir très rapidement en fait donner un vrai observatoire de la mobilité sur qui sont les gens qui utilisent quoi, etc. Et comment justement on peut avoir de l'intelligence qui va nous aider à prendre des meilleures décisions. Bon, je te laisserai parler de la communauté européenne, qui est notre vœu. Bah oui, et puis il y a un rendez-vous ce dimanche, le 9 juin. Vous toutes et tous, nous allons nous retrouver dans nos bureaux de vote. Et peu importe ce que vous ferez, vous aurez exprimé votre voix et on sera vachement contents. Mais si vous voulez avoir une idée, il y a un super comparateur des votes des différents partis européens et français sur les thèmes climat, pollution, nature, dans lesquels il y a la thématique transport qui pourront vous aider à peut-être orienter votre choix si vous le voulez. Pourquoi on parle d'une communauté européenne ? Parce que l'association Protector Winters a la chance d'avoir 11 antennes à travers l'Europe et ça nous permet de faire un travail aussi à ce niveau-là. Il y a un mois, on était à Strasbourg avec mes collègues allemands pour aller rencontrer des députés européens pour leur pousser un de nos manifestes dans lequel un des 4 axes majeurs, c'est cette question de la mobilité décarbonée pour lequel justement l'Europe peut avoir des financements, des impulsions, voire des injonctions à donner aux différents pays, dont la France. Et ça pourrait être intéressant avec cette idée des outils décisifs pour le ferroviaire international. Encore une fois, cette question de la mobilité, elle ne doit pas forcément être vécue comme un refermement sur nos limites nationales. Il est possible de découvrir le monde sans avoir besoin d'un avion. Il est possible de découvrir le monde sans avoir besoin de détruire la planète autour de nous. Plusieurs conditions sont nécessaires, dont le fait que peut-être que 5 semaines pour vivre en dehors de son travail, c'est déjà bien. Enfin, je veux dire, merci les combats sociétaux par la suite. Mais peut-être qu'on pourrait avoir plus, peut-être qu'on pourrait avoir différemment, peut-être que le télétravail, comme tu le mentionnais, pourrait le faire. Mais encore une fois, le télétravail, c'est quelque chose de très sectoriel. A priori, quand on travaille dans une usine, qu'on travaille avec son corps, le télétravail, c'est pas possible. Voilà. Et la dernière chose, nous assurer que nous tous qui sommes là, qui sommes très contents d'essayer d'abandonner notre voiture, on est à l'interface parfaite entre l'engagement individuel et l'engagement systémique. Vous pouvez chacune lâcher votre voiture. Vous pouvez essayer en tout cas. Vous pouvez chacune en fonction de vos moyens acheter un vélo, peut-être électrique, mais toute seule et tout seul, vous ne décidez pas s'il y a un bus, vous ne décidez pas de sa fréquence, vous ne décidez pas des trains, vous ne décidez pas de leurs tarifs, etc., etc. Donc c'est l'exemple parfait pour notre association pour dire continuez toutes les actions individuelles que vous voulez et notamment en lien avec la mobilité. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas un système derrière, des institutions qui vont pousser pour que ça soit facile pour vous pour vivre ces engagements-là. Malheureusement, ce sera une question de classe, ce sera une question de géolocalisation et la majeure partie de la population ne pourra peut-être pas vivre les mêmes engagements que vous, non pas par conviction, mais par simple réalité dans la vie dans laquelle ils se trouvent. Les derniers mini-trucs, parce que l'info, elle est toute récente. Je ne sais pas si vous avez vu sur SNCF Connect, donc, qui est le bras armé de SNCF, donc là où on est branché en fait, sur le système de billetterie de la SNCF. Sachez quand même qu'en fait, ils vendront plus de trains internationaux. Voilà, c'est ce que c'est tout nouveau. Ça nous a mis d'ailleurs un Bronx pas possible dans le MAS les 2 dernières semaines parce que bien sûr on fait des changements sans prévenir les fournisseurs qui passent des licences à 50 000 € pour avoir le droit de les commercialiser. Mais bon, bonne nouvelle, de toute façon maintenant on est interfacé avec le train européen, donc avec les outils on pourra vendre du train européen en espérant que les gens le prennent encore de plus en plus. Voilà ce qu'on voulait vous dire. On les applaudit. Merci Grégory, merci Antoine. Juste une question pour relancer un tout petit peu le débat rapidement. Peut-être plutôt sur votre récente
union, qui date maintenant depuis quelques mois. Qu'est-ce que ça a aussi changé au sein d'une entreprise comme Antidote? Est-ce que vous avez l'habitude de travailler justement avec plutôt des stations de ski? Travailler avec une association, c'est différent, les enjeux ne sont pas les mêmes. Est-ce que les équipes l'ont vécu aussi d'une manière différente? Oui, alors ça a changé pas mal de choses. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, déjà, c'est le challenge court qu'on s'était mis, parce qu'on avait vraiment envie déjà de changer les choses et d'avoir vu quand même les équipes réagir pour réinventer un système très rapidement. Mais je sentais que les gens étaient super motivés par le sens en fait que ça donnait au travail. Donc pour nous ça a été énorme. Et puis travailler avec Antoine, ça nous a permis de relever et avec ses équipes pas mal de sujets, parce que souvent les enfants des cordonniers sont les moins bien chaussés, et comme tu l'as dit, en fait pour nous le plus dur, vendre de l'avion et faire venir aux Arcs ou à Tignes, c'est pas le plus compliqué en fait. La réalité c'est aussi la proximité qu'on oublie parfois, et justement dans tous les algorithmes du train, etc., on a relevé en fait beaucoup d'incohérences, et bizarrement plus on était proche et plus il y en avait. Donc ça a été un gros travail, et du coup ça nous a énormément appris, ça nous a beaucoup challengé, parce qu'on a fait ça en pas longtemps, finalement on avait un mois, parce que forcément on s'est vu comme ça, on est parti dans l'idée et on avait envie de le faire, mais ça a été un gros sprint, et voilà, pour toutes ces raisons ça a fait progresser énormément l'outil. On a eu des rapports quotidiens, ça nous a remis pas mal en question, et ça a donné du sens. Voilà principalement Super. Ce que ça nous a apporté. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, j'arrive. Je donne le micro, comme ça c'est mieux après pour la vidéo derrière. Merci, je m'excuse pour ceux qui sont avec moi dans les ateliers, je fais que parler, donc ceux qui m'ont suivi, désolé. Je suis Jérémy Silva, je suis directeur de l'Office de tourisme de Haute-Marne vanoise, et en fait, plutôt que poser une question, je voulais témoigner. On est client d'Antidote, donc on a travaillé avec eux et on est content d'être parmi les premiers clients, mais on a aussi essuyé les flops. Et c'est pas d'Antidote que je veux parler, c'est effectivement du train. Effectivement, comme toutes les destinations de montagne, on a lancé la commercialisation de l'hiver, où on est en train de la lancer. Et ce qui se passe effectivement, c'est que la SNCF, notamment les trains neige et les TGV neige pour février et pour décembre, on les a, ça sort en tout début novembre ou fin octobre. En 48 heures, les trains sont pleins, donc c'est pas une histoire de tarif. Effectivement, c'est cher, mais les clients ont quand même le moyen de le prendre. La SNCF dit ils sont pleins, tant pis, on n'en mettra pas d'autres. Donc effectivement, quand on sait qu'il y a une marge de manœuvre, donc c'est vraiment une volonté politique d'affréter ou pas des trains, et clairement ça fout les boules. Donc au final, on a 12% de nos clients qui viennent en train quand on a une gare internationale à Modane, avec qui en plus c'est sur une ligne internationale, puisque c'est le Lyon, ça va jusqu'à Milan, Paris-Milan. Donc du coup derrière il y a la région qui affrète les bus à partir du 1er novembre, ils se dépêchent de mettre des bus. Donc le 15 novembre on a enfin les bus de la région, et puis derrière la communauté de communes qui dit faut mettre le dernier kilomètre, et donc le 1er décembre on a le guide mobilité complet pour nos clients qui ont réservé en juin. Donc clairement c'est catastrophique, et ça c'est uniquement une volonté politique. Moi j'ai du mal à comprendre que la région n'ait pas les infos avant le client lambda sur ses réseaux pour pouvoir engager les trains, les bus derrière les trains. Et donc c'est ce qui fait qu'au final le MAS qu'on a pas bien fonctionné, non pas parce que Grégory et ses équipes ont fait du mauvais travail, c'est que clairement derrière il n'y a pas de données à agréger, et on s'est retrouvé avec la majorité des transports réservés sur le MAS, c'est du transport inter-site, ça veut dire pour aller d'une station à une autre, parce que les données étaient plus fiables. Donc voilà, je voulais témoigner de ça et de l'importance effectivement qu'on a collectivement et individuellement de faire pression sur les élus et sur l'État, notamment pour voter et de bien choisir nos conseillers, parce que ça dépend au final pas de nous, parce qu'on a vraiment la volonté de faire changer les choses à notre échelle, mais que quand c'est l'État qui décide de ça, il va falloir faire pression. Et il faut s'organiser pour ça, et on a besoin des instances collectives. Et comme toi, Grégory, je le dis haut et fort, je regrette terriblement que Savoie-Mont-Blanc soit dissous dans l'indifférence générale, alors que ça fait partie de ces acteurs qui pourraient nous aider. Voilà, donc c'était mon témoignage. Merci, parce que déjà encore une fois leur rendre hommage, c'est quand on parle en plus avec les équipes, c'est juste dramatique. Tout ça pour des égos politiques. N'ayons pas peur de le dire. Et du coup, en plus, toi, tu avais une complexité sur ton territoire, c'est que tu as eu un petit éboulement.
Et je t'avoue que c'est un peu comme la gare de l'Épingle-Lac. Cet hiver, ça a été assez funky en fait de voir entre ce que la SNCF réaffrétait, un coup à Saint-Michel, un coup à Modane, etc. On a pas mal galéré parce qu'on va on pioche là où la SNCF met des infos. Bon, on a quand même fait des belles ventes en train, hein, quand même, en train plus bus. Mais c'est vrai, et du coup, ça pose une question, ce que tu dis, c'est qu'il y a eu pas mal de mobilité intra-territoire. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'elle était collective, mais ça veut dire que finalement, les gens n'avaient pas repéré le bon endroit et que c'est donc bien la marque de destination qui est importante plutôt que le nom de la communauté de communes. J'aurais, en prolongement de ce que tu viens de dire, la question de Jérémy, juste faire 3 remarques. La première, et tout à l'heure, tu l'as dit, il y a une maxime et qui se vérifie, c'est que plus les transports sont rapides, plus tu passes du temps dedans. Et il est prouvé qu'un habitant à Lille va 10 fois plus à Paris dans l'année qu'un habitant de Cahors, parce qu'il y va en 1 heure, alors que l'habitant de Cahors, il met 5 heures pour y aller. J'insiste là-dessus parce que un jour j'ai bossé pour le département du Lot, et d'expliquer que ne pas aller toujours à Paris, c'est du temps gagné. C'est-à-dire que le temps qu'on ne perd pas dans le transport, on le gagne à rester chez soi. Donc il ne faut pas toujours imaginer qu'on a besoin de TGV. Enfin, il y a la visio, c'est qu'on n'est pas toujours obligé d'aller à Paris et vérifier son attractivité par rapport au temps de transport qui nous amène. Parce que plus c'est rapide, plus on va se trouver une raison d'y aller. Donc il faut bien l'avoir en tête. Ensuite, sur la relation avion-train, regardez comment les city breaks se sont imposés dans le paysage, à la fois médiatique et à la fois dans l'offre de transport. C'est-à-dire qu'on a des aéroports qui ont des budgets, y compris de la part de leur collectivité, qui font du 4x3 pour vous dire que vous pouvez aller l'été ou même le week-end à Prague, à Stockholm ou à Copenhague au départ de Lyon pour 50 € l'aller-retour. L'office de tourisme, qu'est-ce qui l'empêche, lui, de faire la même promo sur les mêmes outils pour dire « moi, je fais le TER break au départ de Lyon ». Personne ne le fait. Donc le choix des organismes de gestion de destination de dire « je vais m'afficher dans le métro à Paris pour faire venir les Parisiens chez moi, mais j'occulte le fait que je pourrais aussi encourager les habitants de chez moi à partir pas loin », ça, c'est pas qu'un choix politique. C'est un choix technique de la part des techniciens des offices de tourisme qui n'ont pas le courage de le faire. Et moi, j'insiste par rapport à ça parce que c'est vrai. Et puis ensuite, par rapport à ce qu'a dit Jérémy, dans le monde de l'aérien, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un workshop qui est organisé en France chaque année et qui fait venir toutes les compagnies aériennes, tous les aéroports, et puis il y a un temps d'échange pour savoir comment on peut effectivement accueillir plus de compagnies et plus de vols low cost. Ce workshop, il n'existe pas de la part des organismes de gestion de destination avec les compagnies de transport ferroviaires que sont l'IRIA, que sont la Deutsche Bahn, que sont la Renfe, que sont la SNCF. On parle beaucoup de trains de nuit. Moi, aujourd'hui, techniquement, rien n'empêche de faire circuler un TGV qui part de Berlin et qui arrive à Barcelone la nuit. Et rien n'empêche d'asseoir des gens dans un TGV, comme tu assois des gens dans un avion, c'est-à-dire assis comme je le suis dans ma chaise, parce que moi je ne prends que la classe économique, donc je n'ai pas encore goûté la classe confort, où on est couché. Mais si on est capable de faire un vol de 8 heures assis dans un siège d'avion, on doit être capable de faire un transport de nuit en TGV entre Berlin et Barcelone qui dure 10 heures. C'est pas compliqué. Sauf que jamais nous n'avons le courage de convoquer les services transport de nos régions, les acteurs de la SNCF pour dire, mais attendez, par rapport à ce qu'a dit Jérémy, nous, on veut les horaires du train au 1er août au plus tard, sinon on ne fera pas la promo du train. Mais si on n'inverse pas la tendance, ça ne marche pas. Et je témoigne juste pour l'avoir fait en Occitanie. Un jour, oui, on a convoqué le service transport avec tous les offices de tourisme. On leur a dit, maintenant, on s'explique. Vous allez nous dire pourquoi il n'y a pas la connexion du bus à l'arrivée du train. Vous allez dire pourquoi il n'y a pas plus de trains. Et là, ça marche. Ça marche. Il y a une écoute. Mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à inverser le rapport de force. Les acteurs du tourisme sont des clients vis-à-vis de la SNCF, sont des opérateurs de la mobilité. Et il n'y a pas de raison de se laisser imposer, même s'il y a des problématiques techniques, parce qu'il ne faut pas les nier de la part de la SNCF. Quand il y a un éboulement, effectivement, il y a des contraintes. Mais il y a d'autres contraintes pour faire circuler des trains. Mais voilà, il faut qu'on inverse le rapport de force. Et là, il faut que la compétence mobilité soit une compétence des organismes de gestion de destination. Sinon, on n'y arrivera jamais. Très rapidement sur ce que tu dis, parce qu'on s'est croisé à Paris dans une autre casquette qui est la mienne avec un collectif qui s'appelle Itinéraire Bis, que je vous invite à découvrir pour tous les opérateurs territoriaux ici, pour potentiellement mettre en avant votre destination par d'autres manières.
Et tu seras heureux d'apprendre qu'on arrive à organiser notre TER Break cet automne, puisque encore une fois, on est dans une question d'imaginaire. Le fameux week-end break, partir dans une capitale européenne, c'est devenu une partie inhérente de la culture, encore une fois, des jeunes. Mais nous, on n'est pas là pour les blâmer. 50 balles sur un budget jeune où tu te dis tu peux aller t'éclater à Prague, c'est quand même difficile à refuser. Et donc, il faut arriver à montrer, encore une fois, à rendre visibles ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on a monté ce collectif Itinéraire Bis, c'est pour pouvoir solliciter, inonder, abonder les médias de nouveaux imaginaires et que ça soit pas que EasyJet, par exemple, qui puisse leur faire passer leur plaquette et que ce soit ça qui soit partout autour du temps télévisuel, par exemple. Alors, on va prendre un dernier témoignage parce qu'en fait, tout le monde est en feu là-haut pour attendre le spectacle et on est les derniers dans la salle. Donc, je reçois des SMS dans tous les sens. Donc, pour toi, Laurent. Je vais prendre simplement une dizaine de points. Non, et là je m'exprime en tant que vice-président mobilité de la communauté de communes. C'est vrai que tous les sujets dont on a parlé, et là le MAS sur la partie touristique, qui est vraiment pour nous très importante, mais ne doit pas occulter toutes les autres problématiques. La mobilité du quotidien. C'est clair qu'on reste dans nos vallées alpines. Alors, encore plus chez Jérémy, mais nous on reste enclavés. On reste enclavés et globalement en plus on adresse un certain nombre de problématiques qui sont diverses et des solutions sont un peu multicanales. Moi je vois bien l'intégration grâce au MAS de nos structures de transport qui sont par exemple les transports touristiques de type navette gratuite. La ronde, pour nous, on a développé un circuit gratuit de transport public qui maintenant va s'étendre d'ailleurs sur le fond de vallée jusqu'à C. On a effectivement le funiculaire. On travaille avec la communauté de communes sur la décarbonation de la vallée de manière assez... avec toutes les problématiques de cadencement, il y a toutes les autres mobilités comme le covoiturage, etc., sur lesquelles on adresse un petit peu tous ces sujets-là. Et moi, ce qui me semble, au-delà des problématiques qu'exprime très bien, que vous exprimez bien et qu'on voit qui ont été résolues d'une autre façon, j'ai bien le sentiment qu'ici, nous manque du leadership. On voit qu'on avance avec la région. La région nous a financé des choses qu'il nous avait dit ne jamais devoir financer. La ronde, par exemple, parce que c'est un transport gratuit, la navette sur Montvalzan, etc. Le PEM, on a un très gros projet de pôle d'échange multimodal, de rénovation complètement de notre pôle. Voilà, tout ça, on avance avec la région. Le problème avec les services, etc. Le problème, bon, bien sûr, il se renvoie la balle avec Gare et Connexion, participe à ce projet de PEM d'ailleurs, de manière générale. Eurostar, qui avait fermé toutes les portes, est en train d'en rouvrir une partie, ou en tous les cas les transports internationaux qui arrivent chez nous. Le TER, on a toujours ces problèmes d'horaire, de fiabilité du service, de cadencement aussi, parce qu'un cadencement faible, ça donne un usage faible, c'est clair. Et au final, je pense que ce qui nous manque ici, vraiment en Tarentaise, c'est du leadership. Il faut qu'on ait, on a malheureusement à Briançon, ils ont Joël Giraud qui est plutôt assez dynamique. En Occitanie, ils ont Carole Delga, etc. Parce que ce sont des sujets qui sont devenus importants et qui sont portés par un leadership. Et pour l'instant, on l'a pas. Moi, j'adorerais que Pau arrive à avoir ce leadership. Je ne suis pas certain que tout seul on y arrive, mais c'est vraiment moi le sujet qui me semble le plus prégnant si on veut avancer. Train de nuit, par exemple, c'est oui, Tarentaise, combien de divisions quoi. C'est clairement, moi, j'ai pas un politique ici qui porte vraiment ce projet de train de nuit, et on voit que ça serait plutôt un sujet assez important. Les investissements aussi, la question des investissements, doublement de la voie, voilà, ce qui avait été dans l'étude APTV, c'était CETEC, c'était 800 millions, hein, je crois, le doublement pour bénéficier d'un meilleur cadencement. Au final, on s'aperçoit que 800 millions, c'est pas grand-chose à l'échelle des autres problématiques de transport et de l'investissement, par exemple, pour les Jeux Olympiques de 92, qui ont été les investissements qui ont été réalisés pour la voiture toutes ces dernières années. Donc voilà, quid du leadership, comment alors ça s'apparente plus à un témoignage de fin de soirée, mais voilà.
Merci. Merci Laurent. On peut s'applaudir tous ensemble pour tous ces échanges merveilleux. Et on doit courir pour aller là-haut, s'il vous plaît. Merci à Grégory, merci Antoine pour votre témoignage.